Quel impact du politique, de la décision politique sur le logement? Voilà une question qu'on se pose en fin d'année 2024 dans les Clés de l'IMO. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guy Marty. Bonjour Guy Marty. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Alors ce qui est sûr et ce qu'on voit et ce qu'on constate année après année, c'est que les Français aiment la pierre, mais regardent peut-être les décisions politiques récentes avec un petit peu plus d'inquiétude vis-à-vis de leurs futurs investissements immobiliers. On peut peut-être revenir un petit peu sur cet impact direct ou indirect que peut avoir le politique sur le logement. Tout à fait. Et alors, vous avez commencé en disant que les Français aiment la pierre. Alors, je voudrais préciser un peu que c'est vrai historiquement, mais historiquement, c'était les grands du royaume ou les grands qui aimaient les châteaux, les belles demeures, etc. Là, on remonte effectivement au Moyen-Âge, par exemple. Oui, mais le peuple, il n'y avait pas d'immobilier. Au XIXe siècle, c'était le 1% des très très riches qui aimaient les beaux immeubles, notamment dans Paris, dans Lyon, Marseille, etc. Et c'est seulement au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire avec le démarrage des 30 Glorieuses, que les Français ont joué à l'immobilier et se sont mis à adorer la pierre. Donc ce Français aime la pierre, c'est vrai, c'est profond, mais c'est pas si vieux que ça. Et alors justement, si on regarde avec cette expertise que vous avez, qui mêle histoire et économie vis-à-vis de l'immobilier, l'impact du politique sur le logement, alors on connaît l'histoire récente, cette volonté de revenir sur la fiscalité, ces questionnements qu'il peut y avoir ou ce rapport de force qu'il peut y avoir entre professionnels de l'immobilier et politiques sur le nombre de logements à construire par an, par exemple. Quelle analyse vous en faites à fin d'année 2024 ? Je pense qu'à fin 2024, on est comme à fin 2023, on est comme à fin 2011, on est comme à fin 99. D'accord. On est dans le court terme. Et un peu de court terme plus un peu de court terme, ça fait jamais du bon long terme. Et en réalité, la politique par rapport à l'immobilier, c'est deux choses. C'est d'abord la vision de la ville, du logement. Qu'est-ce qu'on veut comme mode disons, immobilier pour la société. Et la deuxième chose, c'est la fiscalité. Alors, si la première chose, c'est l'urbanisme, c'est ça ? C'est exactement, c'est l'urbanisme. Et le problème, c'est que pour l'urbanisme, il faut une vision. Vous voyez, par exemple, quand Napoléon III appelait le baron Haussmann pour refaire Paris, qui était totalement vétuste, encombré, sale, insalubre, etc., il y a eu une grande vision. Et finalement, les travaux ont duré presque un demi-siècle. Bien au-delà d'ailleurs de Napoléon III et du baron Haussmann. Or, aujourd'hui, on peut dire aussi qu'à partir des années 50-60, il y a eu une vision. Il y a eu une vision sur les villes nouvelles, il y a eu beaucoup sur la défense, sur certaines agglomérations. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vision ? Est-ce qu'il y a besoin d'une vision aujourd'hui ? Il faudrait, parce qu'on est dans une société qui change. Ne serait-ce que le télétravail montre bien qu'il y a un problème dans la distance endroit où on travaille, domicile. On voit bien, par exemple, puisqu'on parle parfois de crise du bureau, il n'y a pas de problème des bureaux aux endroits où les gens sont assez proches de leur bureau, où ils arrivent assez facilement. C'est dans les grandes agglomérations où il y a trop de temps de déplacement que finalement les gens préfèrent ne pas venir au bureau, etc. Donc, si vous voulez, il y a une conception de la ville. Et ce qui est intéressant, il y avait eu par exemple en 2015 une énorme étude de l'OCDE, je dis énorme parce qu'elle avait mis plusieurs années à être faite, de l'OCDE, qui parlait de la civilisation des villes. Et en fait, ils avaient étudié 500 grandes villes dans le monde. Et ils avaient constaté que, la croissance, la prospérité, c'était les métropoles, c'était les villes. D'accord. 2, les villes qui réussissaient étaient des villes qui avaient une sorte de globalité, c'est-à-dire un véritable soin pour la proximité travail-domicile, et 2, un véritable soin pour l'organisation du lien social malgré la quantité dans la ville. Et donc, il faut une vision. Or, quand on a un ministre du Logement tous les 2 ans, elle est où la vision ? Et alors, justement, en tant que particulier, investisseur ou non, est-ce que regarder l'immobilier uniquement sous l'angle de la fiscalité, c'est se tromper ? Alors, la fiscalité, là on rentre sur un autre chapitre. D'accord. Ouais. Là aussi, je vais me permettre de prendre un peu d'envol, si vous me permettez. La fiscalité, c'est le poison des civilisations. Je préfère le dire comme ça, c'est-à-dire que dans l'histoire, oui, on est très déformé intellectuellement parce que les historiens qui nous ont appris plein de choses sur notre passé,
n'étaient pas économistes, n'étaient pas fiscalistes. Donc ils n'ont pas vu ce qui s'est passé de ce point de vue-là. Et il y a très peu d'économistes qui sont historiens. Il y a eu une exception, c'est un historien, Fernand Braudel, qui a vraiment parlé économie. Et on a une exception très récente, c'est Jean-Marc Daniel, qui est un économiste qui parle histoire. Mais c'est très rare. Or, il faut savoir que si on s'occupe de fiscalité, la fiscalité a été l'une des causes des chutes des sociétés. Il est très, très, très difficile pour un pays de corriger sa fiscalité. Parce qu'il faudrait presque un coup d'État, si vous voulez. Je vous donne un exemple. On parle de 1917, révolution russe, etc. Mais il faut savoir que de 1905 à 1917, le tsar n'a jamais réussi à réformer la fiscalité. Et la Russie s'enfonçait dans des problèmes terribles. Alors, je ne dis pas que c'est la cause, mais c'est l'une des causes. Je vais même prendre un exemple très lointain et amusant, anecdotique, les Incas. Oui. Il faut savoir que quand Cortés est arrivé chez les Incas... Espagnol, donc, oui. Il a d'abord été complètement battu. Et les Incas étaient tellement sûrs de l'avoir battu qu'ils l'ont laissé sur la plage. Le problème, avec quelques hommes. Le problème, c'est que, du coup, ils l'ont laissé se promener. Cortés a découvert que dans les villages où il allait, etc., il y avait un mécontentement fiscal extraordinaire. Il a utilisé ce mécontentement fiscal pour... cette fois-ci, abattre pour de bon les Incas. Donc, c'est-à-dire que, alors, la seule exception, le seul contre-exemple, mais il faut s'en souvenir, le seul contre-exemple... Rapidement, avant de revenir sur l'immobilier, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui. Le seul contre-exemple d'une réforme de la fiscalité, c'est la pierre de Rosette. Vous savez, l'Égypte était ruinée. Et à cette époque-là, 200 avant Jésus-Christ, quand un pays va mal, il est vite conquis. Et donc, ils ont fait une réforme extraordinaire, amnistie fiscale complète. On donne au pharaon un budget et on exonère les tempêtes. C'est pour ça qu'on a la pierre de Rosette. Mais ce que je veux dire, c'est que là... C'est ce qu'il faut pour l'immobilier aujourd'hui ? Pour transformer la fiscalité, c'est très difficile. Donc il faudrait un courage politique qui dise « Ok, on arrête d'épaissir le code de la fiscalité et on a une vision. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, la fiscalité immobilière est-elle différente de la fiscalité financière ? Si on réfléchissait à aujourd'hui, juste aujourd'hui, on arrive aujourd'hui, on veut créer une fiscalité. On ne fera pas de différence entre l'immobilier et la finance. Est-ce que l'immobilier est un investissement aujourd'hui alors que ça n'a pas toujours été le cas, par exemple ? C'est ce qu'il faut comprendre ? Autrefois, on ne vendait pas l'immobilier, par exemple. Autrefois, il n'y avait quasiment pas d'immobilier de rapport, enfin de placement. Aujourd'hui, l'immobilier, il est dans l'épargne de tous les ménages. Ce que je veux dire, c'est que la seule façon de s'en sortir, ce serait non pas de toucher au LMNP ou un petit truc comme ça, c'est de dire, OK, quelle serait une fiscalité adaptée à la société aujourd'hui telle qu'elle fonctionne ? Avec l'immobilier tel qu'il fonctionne, avec les placements tels qu'ils fonctionnent. Ça nécessiterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et de sortir du court terme. Et on revient à l'idée de vision que vous avez mentionnée au départ. Merci beaucoup Guy Marty de nous avoir parlé d'histoire, quelque part, de fiscalité, d'urbanisme, tout ça pour montrer effectivement qu'il faut peut-être regarder de manière un petit peu plus haute ou un petit peu plus lointaine ce sujet du logement et de l'immobilier. Guy Marty, je rappelle que vous êtes fondateur de pierrepapier.fr. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.